Bienvenue à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais peut-être laisser la parole Pamela pour commencer. Oui, bonjour à tous. Alors, on vous a proposé ce webinaire dans le cadre du réseau régional GUSP Abattement TFPB, que vous connaissez maintenant bien, qu'on anime avec l'IREV depuis quelques temps de façon même renforcée, on va dire. Et il y a une notion qui revient souvent dans le cadre des échanges qu'on a dans le cadre de ces webinaires ou de ces rencontres professionnelles, c'est celle de la notion de proximité. Donc, on s'était engagé à vous proposer un temps d'échange sur la notion de proximité, temps d'échange qui arrive du coup aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une notion assez importante qui revient beaucoup dans nos débats et qui nous semble ne pas forcément être toujours prise en compte de la même manière en fonction du point de vue de chacun des acteurs qui participent à notre réseau professionnel. Je rappelle que dans notre réseau, on a des bailleurs sociaux, des collectivités, des services de l'État. On a même fait des rencontres cette année avec des habitants. Donc, vous voyez, les notions qu'on aborde, elles sont vues de plein de points de vue différents. Et donc, il nous semblait nécessaire d'éclairer cette notion de proximité. Qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle veut dire selon les acteurs? Aujourd'hui, on vous propose une lecture plutôt bailleurs sociaux de la notion de proximité, mais c'est un temps 1 pour aborder ce thème-là. Et on vous proposera aussi, à la suite des échanges qu'on aura, un autre webinaire qui apportera une lecture de la notion de proximité du point de vue des partenaires territoriaux. Voilà, Lisa, pour le petit début d'introduction. C'est ça, donc voilà un sujet qui est important, donc, puisque la gestion urbaine et sociale de proximité recouvre des domaines d'application très variés pour agir sur l'expérience quotidienne du quartier. Et donc, voilà, c'est un peu accompagner, gérer le quartier de la porte d'entrée jusqu'à l'arrêt de bus. Et donc, voilà, c'est important pour nous de revenir sur cette notion de proximité, puisque la GUSP, elle est exercée en proximité sur des dimensions voilà, de quotidienneté. Et donc, l'idée, c'est de faciliter les coordinations entre acteurs et de leurs interventions, en fait. D'où aussi l'importance de dispositifs comme l'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties qui permettent de soutenir, d'encourager ces partenariats sur le quartier pour favoriser la meilleure prise en charge voilà, des besoins des habitants. Donc, voilà, il y a plein d'acteurs qui sont impliqués dans cette proximité, dans cette gestion de proximité, qu'on aille voilà, de tous les métiers dans les collectivités, que ce soit voilà, la gestion des déchets, les chargés de mission, GUSP, les médiateurs sociaux. C'est aussi plein d'aspects du travail des bailleurs que de maintenir ce lien de proximité, que d'accueillir les locataires, de leur apporter des réponses rapides, etc. Et puis la proximité sur un quartier, c'est aussi les acteurs locaux qui le font vivre, donc que ce soit les commerçants, les intermédiaires de l'action publique, les associations, les acteurs éducatifs, etc. Donc finalement, on se rend compte que cette proximité, c'est l'affaire de tous. Et c'est pour ça qu'on a voulu proposer ce webinaire pour revenir sur ça, puisque dans des contextes socio-économiques et territoriaux parfois dégradés, la proximité, elle va nécessiter de conforter les coopérations entre les parties prenantes, notamment voilà, bailleurs, collectivités, mais aussi les modes de gouvernance pour renforcer l'implication citoyenne. Voilà, en se basant sur le savoir d'usage des habitants, en permettant de la transparence aussi de l'action publique et puis voilà, la démocratisation de l'action publique. Donc voilà pour cette petite introduction. Tout de suite, je te repasse la parole, Pamela, parce qu'on aimerait bien faire excusez-moi, un petit état des lieux euh, de qu'est-ce que c'est cette notion pour vous. Hop, voilà. Donc, Merci, Lisa. Du reprends coup, la main, Pamela. ce qu'on voulait faire avant d'aborder la question, et parce qu'on a un intervenant, et pouvoir situer ce que vous attendez, ce que vous avez en tête sur cette notion qu'on a abordée de façon
ponctuellement dans nos débats, mais qu'on n'a jamais, sur laquelle on n'a jamais vraiment débattu, c'est de pouvoir comprendre ce que vous attendez sur nos échanges à venir sur cette notion de proximité. Donc, on va vous proposer un petit caout. Vous avez l'habitude maintenant qu'on fasse des petits sondages en direct. C'est un peu plus simple que de faire un tour de table quand on est nombreux à l'écran. La première question, hop, c'est plutôt un petit nuage de mots. C'est en un mot, vraiment, mettez seulement un mot. Quand on parle de proximité, pour vous, ça veut dire quoi? Vous attendez à quoi? Hop, donc je vais faire afficher, passer. Le terrain, communiquer, le dialogue, le lien social, la qualité de service, les habitants, la concertation, l'échange, l'humain, l'écoute, l'action. Ok, très bien. C'est déjà une bonne définition de la notion de proximité dans les attentes que vous avez. On passe à la question suivante. Là, on est plutôt sur vos attentes. Sur ce sujet de la proximité, comme c'est un sujet qui fait débat et qu'on aborde régulièrement, est-ce que vous avez des attentes particulières? Là, vous pouvez faire une phrase, c'est comme un post-it en fait. Plutôt une réponse à la fois. Je vous laisse deux réponses possibles. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer deux réponses. Quelles seront vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez à traiter sur cette thématique? Alors, créer un réseau de proximité, la veille, partage des actions efficaces, convergence des compétences sur les objectifs, comment favoriser. On aura des retours d'expérience là-dessus. Éclairer le regard extérieur, une réflexion au cours interne. OK, très bien. Créer un réseau de proximité. Là, il faudra, si la personne veut bien prendre la parole sur créer un réseau de proximité, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a derrière cette idée-là. Avoir une idée précise des rôles des différents acteurs, ça c'est ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui et qu'on va continuer à faire dans les mois à venir. Jusqu'où aller aussi, bonne question. Quelles sont les obligations des bailleurs et leur périmètre? Je pense qu'on va répondre en partie à toutes ces questions-là. Partage d'expérience, ok, très bien. Approche sociale, pareil, je veux bien aussi que vous ayez une précision sur ce que vous entendez par approche sociale pour celui ou celle qui a écrit ce post-it-là. Découvrir de nouvelles actions, application du décret gardien, quelles organisations sont mises en place, réponse selon la problématique. OK. Pour répondre à ce qu'on peut dire déjà, alors vous allez avoir pas mal de réponses déjà aujourd'hui, donc vos attentes, elles sont assez conformes à ce qu'on a préparé. Sur la question du décret gardien, pour tout de suite traiter ce sujet-là, on a justement cherché à dézoomer de la question du décret gardien pour aborder la question de la proximité. Le décret gardien, c'est une chose, mais la notion de proximité est bien plus large que celle du décret gardien. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait. On va aborder la notion de proximité et c'est Christophe qui est là pour intervenir juste après d'HTC. On va aborder cette notion de façon plus large et on tentera de le faire aussi du point de vue des collectivités. Voilà. On pourra rediscuter plus tard des sujets de décret gardien à un moment donné, mais je pense qu'il est important aussi de se rendre compte de ce que revêt cette notion de proximité, de cette organisation de la proximité, en tout cas pour aujourd'hui dans les organismes HLM. Voilà, super, merci. Bah, c'est fini pour ce partage-là, j'arrête donc le partage. Merci à vous, ça nous laisse une bonne base de réflexion et d'échange. Et Lisa, je te laisse annoncer le programme si tu veux bien. C'est ça. Donc, tu l'as un petit peu annoncé, mais on a aujourd'hui avec nous Christophe Palot, qui est consultant. Hop, ça fait bugger un peu mon ordi. Chez Et voilà. HTC, du coup. Voilà, qui est consultant donc chez Habitat et Territoire Conseil, donc qui connaît bien le sujet des payeurs puisqu'il les accompagne au quotidien. Et donc, il va nous apporter son expertise aujourd'hui. Et puis, donc, on aura ensuite, voilà, on aura toujours des temps d'échange, donc il ne faudra pas hésiter, notamment les collectivités, si vous voulez rebondir pour expliquer aussi comment ça fonctionne aussi de votre côté. Voilà, il y aura vraiment des temps dédiés pour ça. Et puis ensuite, on aura le retour d'expérience donc, de Sylvain Grigowski, donc, qui est responsable prévention et tranquillité pour le bailleur social lavénoise Promocil, qui nous présentera sa brigade de propreté. Et puis ensuite, alors, l'association Réseau Convoi Citoyen n'a pas pu, enfin, personne n'a pu être présent aujourd'hui au webinaire, mais je vous ferai une petite présentation rapide de leurs travaux qui nous paraissait intéressant à présenter. Puis comme ça, on pourra vous rediriger vers eux, vers leurs travaux si besoin.
Donc voilà, Monsieur Palot, je vous laisse commencer, si ça vous va. Merci, je vais Euh, peut-être reprendre la main sur du coup, le voilà, je vous laisse. partage, comme ça ce Voilà, sera plus simple ça de sera mon plus simple côté. pour vous. Voilà. Et donc bonjour à tous et toutes, ravi d'être avec vous là, pour cette séance de réflexion sur un sujet qui nous tient à cœur au sein du cabinet sur la proximité. Juste pour me présenter rapidement, donc moi je suis directeur délégué au sein de ce cabinet. Je travaille depuis plus de 25 ans auprès des acteurs locaux que sont les bailleurs et pour partie les collectivités locales, beaucoup sur des questions de transformation des modes d'organisation et forcément des modes de gestion de proximité territoriale ou plus largement de dispositifs de relations clients. J'ai travaillé aussi pendant une période sur la gestion urbaine de proximité, notamment au démarrage de ces sujets en lien assez étroit avec les approches que développait le CSTB à l'époque, Michel Bonetti, Barbara Allen, pour ceux qui connaissent ces personnes et qui ont mis au cœur de la problématique de la gestion urbaine de proximité la question de la transformation des organisations, en tout cas la transformation des modes de gestion. Et puis par ailleurs, je suis secrétaire général du club Innovation et Management, qui est un club professionnel au sein du secteur sur lequel on travaille beaucoup sur les questions de, on va dire, de transformation des organisations et du travail contemporain de manière générale. Alors, peut-être pour aborder la question, moi je vous propose de procéder en quatre temps. Un premier temps sur essayer de vous proposer une approche de la proximité. Moi, je partirai beaucoup des travaux de Pierre Rosanvallon sur la question démocratique et sa revitalisation nécessaire, histoire de prendre un petit peu de recul par rapport aux questions organisationnelles concrètes et opérationnelles du terrain. On essaiera de voir ensuite la manière dont les organismes répondent à ce sujet de la proximité, les dispositifs qu'ils peuvent déployer depuis une vingtaine d'années sur ces sujets. Aussi les questions, les risques qui se posent, de mon point de vue aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, et puis des perspectives et des enjeux. Alors peut-être pour commencer, la notion de proximité, tentative de définition. Donc moi, je suis reparti de deux travaux, des travaux de Pierre Rosanvallon qui datent un petit peu maintenant, qui sont dans le 2006-2007. Rosanvallon, il travaille beaucoup sur la question de la démocratie et notamment de sa revitalisation à travers une préoccupation qu'il a de travailler sur les formes de légitimité de cette démocratie liée non pas à l'élection, mais liée à la manière dont elle s'exerce au quotidien. Il est assez voilà, sensible aux questions de lisibilité de l'action publique, de responsabilité, d'écoute et de réactivité par rapport aux demandes sociales. Et la proximité est une des dimensions qu'il met en jeu dans ce renouvellement des sources de légitimité. Et puis, un rapport qui est sorti en 2024, le CESE sort des rapports annuels qui sont souvent intéressants sur l'état de la France, et où là aussi, il parlait de sortir de la crise démocratique, où il mettait en avant, alors non pas la question de la distance, de la proximité, mais notamment la question de la distance qui s'élargissait entre gouvernants et gouvernés, et l'enjeu de justement retrouver et renouer avec des formes de proximité dans tous les domaines, que ce soit dans le travail, dans la vie des quartiers, dans un certain nombre de thématiques. Alors, peut-être, ce qu'on peut dire, c'est que cette notion de proximité, si on reprend les travaux de Rosanvallon, elle se développe beaucoup à partir des années 90 et elle devient une forme de nouveau vecteur de l'action publique, puisque à partir de ces années-là, on va parler beaucoup de police de proximité, de justice de proximité, de médecine de proximité, de services de proximité. Et d'ailleurs, à l'époque, la gestion urbaine de proximité est une des dimensions puisqu'elle naît à la fin des années 90, hein, dans les préoccupations liées au renouvellement urbain. Et donc, c'est une façon de réinventer ou en tout cas de revisiter la forme, la façon dont l'action publique se développe. Et Rosanvallon nous dit qu'elle est une forme de nouvelle figure du bien politique et qu'il n'y a aucun domaine qui ne semble échapper à la magie rassurante de ce qualificatif. Euh, alors, peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça embarque en fait dans les travaux de Rosanvallon, cette notion de proximité. Ça embarque trois grandes dimensions et on en rajoutera peut-être une quatrième qui est peut-être plus proche à la question des acteurs de l'habitat. Tout d'abord, il y a une attention portée
à la particularité de chaque situation. Donc, être proche, quelque part, c'est avoir le souci de chacun, c'est agir en tenant compte de la diversité des contextes, c'est de préférer l'arrangement informel à l'application mécanique de la règle. Donc, c'est quelque part redonner toute sa place à la singularité des situations en essayant d'être attentif à l'écoute de la demande sociale telle qu'elle se définit pour pouvoir ajuster au plus près quelque part les normes ou les règles d'action des institutions. Première dimension. Deuxième dimension qu'il met en avant, c'est une forme de présence dans les épreuves, c'est-à-dire la manière dont chaque acteur, au moment où les épreuves arrivent dans telle ou telle situation, est en capacité de montrer qu'il est attentif, là encore, en soutien, à l'écoute des difficultés, des singularités de ce que Rosan Vallon dit être présent, c'est reconnaître les existences, c'est être à côté de ceux qui vivent les épreuves. Et puis, troisième dimension qu'il met en avant, c'est que la proximité, quelque part, c'est une interaction, c'est une modalité de la relation, c'est une façon d'être accessible, réceptif. Alors, on retrouve les notions d'écoute, réactif. C'est une capacité aussi à expliquer les actions, à expliquer les décisions. Et il met en regard tout le foisonnement et la multiplication des dispositifs qui vont associer les habitants dans un nouveau rapport gouverné-gouvernant et donc dans les années, à partir des années 90, les comités de quartier, les jurys citoyens, les conférences de consensus, les budgets participatifs, enfin autant d'éléments qui existent encore bien sûr, hein, qui veillent à essayer de donner de la lisibilité, de la transparence et d'essayer de prendre le pouls sur le terrain pour caler au mieux l'action publique. Donc ça, c'est trois grandes dimensions qu'il met derrière la notion de proximité. Et on peut en rajouter une quatrième, me semble-t-il, et que vous avez évoqué d'ailleurs dans les points, c'est la capacité de l'efficacité de l'action. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux, dans les années 80-90, vont mettre en place un certain nombre de dispositifs organisationnels pour essayer d'être plus efficaces dans leur action. Et donc, en partant du principe qu'en étant plus proche, en connaissant mieux les habitants, en connaissant mieux le patrimoine, on va pouvoir mieux contextualiser, mieux prendre en compte les réalités et réagir au plus près des difficultés et améliorer le traitement des difficultés ou des problématiques qu'on rencontre. Donc, et on va mettre en place toute une série de dispositifs. Donc, la proximité, elle embarque plusieurs sujets, de l'attention, de la présence, de l'interaction, de l'efficacité. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment, chez les bailleurs sociaux, elle va se décliner. Et elle va se décliner, à mon point de vue, autour de trois, enfin, en tout cas, il me semble qu'il y a trois questions essentielles que les organismes se posent sur ce sujet de la proximité. Une première, elle renvoie à la question de la conception de son métier et de son action. Et on verra quelle forme ça peut prendre. Il y a une deuxième dimension qui est importante, c'est les modes d'organisation. Donc, moi, je vais m'attarder un peu sur ça parce que c'est mon métier, on va dire. Et puis, il y a une troisième dimension qui sont les modes de relation qu'on a avec les habitants. Et donc, à travers ces trois dimensions, comment je conçois mon métier, comment je m'organise et quelle est la nature des relations que j'ai avec les locataires, les habitants et la manière dont je les considère, on va déployer des dispositifs différents selon les structures et les réponses que les bailleurs vont apporter sont assez différentes. Si on regarde la conception de l'action et la finalité attendue de la gestion, en fait, derrière la notion de gestion de proximité ou derrière la notion on va retrouver plusieurs conceptions de son action. On a des bailleurs aujourd'hui qui mettent au cœur de leur action la question de l'efficacité. Donc une première dimension, c'est ce que je disais, c'est d'améliorer l'efficacité de la gestion. Donc en rapprochant les équipes, en travaillant en plus grande transversalité, on va améliorer l'efficacité du fonctionnement interne, on va construire des réponses plus adaptées aux difficultés, on va mieux traiter les impayés, on va remettre en location plus rapidement.
On va mieux mobiliser l'entretien courant parce qu'on va mettre au sein de mêmes dispositifs, souvent des agences, des métiers qui autrefois étaient dans des structures d'organisation différentes et on va les faire travailler de manière plus efficace. Mais c'est un premier niveau où on recherche l'efficacité. Il y a un deuxième niveau qui va se développer après, c'est la question de la qualité de service. Et donc, au-delà de l'efficacité, on va chercher aussi la qualité du service apporté en se disant que par cette qualité, on va donner à voir quelque part le respect, le souci qu'on accorde aux habitants. Et on va contribuer par là à développer pour les habitants une image positive d'eux-mêmes par la qualité du lieu dans lequel ils demeurent chaque jour. On a une troisième dimension et à partir de là, on commence à avoir des distinctions entre les bailleurs. C'est-à-dire que sur les 2 premières actions, je pense que l'ensemble des bailleurs visent à travers des dispositifs de proximité à la fois une efficacité de l'action et une qualité de service. Ensuite, on peut commencer à avoir des différences dans des positionnements sur est-ce que je considère que mon métier contribue ou doit contribuer à l'amélioration du fonctionnement social résidentiel et donc quelque part, au-delà de la qualité de la tenue des parties communes, au-delà de l'action de qualité de service, la question de la régulation des nouveaux espaces de tension potentielle, la question de l'accompagnement des bailleurs, des habitants dans l'appropriation des espaces, la question de la meilleure, du fonctionnement plus global, collectif des résidences. Est-ce que aujourd'hui, ça fait partie ou non de mon métier? Et sur ces questions-là, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes réponses forcément d'un bailleur à l'autre. On n'a pas les mêmes dispositifs qui vont se mettre en place dans ce rôle qu'on appelle là de régulation, de pédagogie, de contribution à un fonctionnement résidentiel de qualité avec des dynamiques positives auprès des habitants. Et puis on a une troisième dimension qui peut se retrouver dans la conception de l'action que développent les bailleurs, c'est des bailleurs qui peuvent considérer que leur action, elle vise à développer la capacité des habitants à peser sur leur environnement, la capacité des habitants à contribuer à la décision, à contribuer à la délibération. Et donc, dans ce cadre-là, on va chercher à développer l'association des habitants à l'évaluation de la gestion. On va les mobiliser plus régulièrement sur la qualité du service apporté, au-delà des enquêtes de satisfaction. On va éventuellement considérer que ça fait partie de son métier que de faciliter l'accès aux droits, l'accès à l'alimentation, à la culture, enfin toute une série de sujets qui ne sont pas au cœur du métier historique du bailleur, mais qui viennent quelque part le compléter parce que, en tant que bailleur, je considère que mon rôle, il est, au-delà de la gestion immobilière, de contribuer à développer aussi la capacitation des habitants de manière plus générale. Et donc, selon ces conceptions, on ne va pas forcément déployer les mêmes outils. Et ces conceptions, peut-être un des enjeux, c'est de les affirmer effectivement et de les réaffirmer parce que parfois elles sont un peu sous-jacentes et pas toujours forcément complètement explicitées sur au final qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers nos dispositifs organisationnels. Deuxième élément dans la conception, ce qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est qu'on passe d'une conception, alors je ne vais pas entrer dans le détail de ces éléments-là, vous les aurez dans le support, mais on passe d'une conception qui s'est déployée de manière parfois un peu homogène sur les patrimoines et sur les résidences, à une conception plus diversifiée de ces patrimoines, en considérant que selon que je suis sur du patrimoine diffus en zone rurale, en gros, de la résidence collective isolée individuelle, de la résidence collective en ville, ou des grands quartiers d'habitat social, quelque part, je ne suis pas confronté au même contexte, je ne suis pas confronté aux mêmes enjeux de gestion, et donc je dois définir aussi une proximité ou une notion de proximité qui tienne compte de la diversité de ces territoires. De la diversité de ces territoires, de la diversité des ressources des acteurs qui sont présents sur ces territoires, de la diversité des attentes des habitants, de la vie. Voilà, en tout cas, tous ces éléments-là. Or, le secteur a plutôt été au départ dans une conception un peu homogénéisante de ces territoires et on voit de plus en plus apparaître la prise en compte de la diversité de ces territoires pour concevoir des dispositifs, là aussi, qui soient ajustés, adaptés en fonction à la fois de la réalité des territoires, mais aussi beaucoup en fonction des contextes locaux partenariaux, parce que, vous le savez mieux que moi, les ressources ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, la capacité d'action, les compétences disponibles au sein des collectivités, au sein des tissus associatifs ne sont pas de même nature.
Et donc forcément, ça va colorer la manière dont le bailleur va pouvoir aussi concevoir et déployer son action. Donc, sur cette conception du métier, il y a à la fois peut-être réaffirmer ou réajuster ce qu'on cherche, les finalités et la manière dont on les spécifie un peu plus à l'échelle des territoires. Premier élément. Deuxième élément, ensuite, sur des questions d'organisation. Sur les questions d'organisation, en fait, dans la proximité, ça se traduit comment? Elle se traduit beaucoup par la mise en place de dispositifs dits d'agences, en fait. Historiquement, on a des agences de proximité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette notion, il y a beaucoup de réalités qui sont tout à fait différentes. On trouve un cœur de métier assez courant et assez classique dans les agences. C'est la gestion de la relation client, l'entretien courant et la représentation et le partenariat. Donc, toutes les agences de tous les bailleurs sociaux ont ce cœur de métier-là commun. Et puis ensuite, vous avez une grande diversité sur d'autres champs. Toutes les voitures, ils sont garées. La gestion de la demande et des attributions, la gestion technique patrimoniale, les dynamiques collectives, la tranquillité résidentielle et la médiation, le contentieux et le pré-contentieux. Sur ces dimensions-là, aujourd'hui, vous pouvez avoir beaucoup d'approches assez différentes en fait, d'un bailleur à l'autre. Et vous allez pouvoir trouver des agences qui sont positionnées sur ces responsabilités-là ou pas. Et du coup, ça dit des choses aussi sur, voilà, sur la manière dont, quelque part, la conception de mon métier peut s'exercer sur le territoire donné. Alors, de manière très rapide, si on reprend ces grandes activités, vous avez 3 grands modèles d'organisation. Aujourd'hui, vous avez un modèle de gestion courante, où quelque part, la responsabilité, elle est complète sur l'installation, la vie du bail, la gestion de site et l'entretien courant. Elle est partielle ou non réalisée sur les d'autres dimensions. Vous avez un modèle intermédiaire où vous allez compléter le modèle précédent par des responsabilités en matière d'attribution et ensuite par une participation, une contribution partagée avec le siège sur des choses, sur des périmètres un peu plus larges. Et puis, vous allez avoir des périmètres plus complets où les agences interviennent sur toutes les activités en responsabilité complète. Et donc, avec des tailles d'agences qui peuvent varier de 2000 à 8000 logements dans le secteur aujourd'hui. Donc on voit bien que derrière les mêmes intitulés, on n'a pas du tout les mêmes réalités et les mêmes capacités d'organisation et d'intervention. Et donc derrière les notions d'agence de proximité, en fait, selon que vous soyez dans un des modèles ou l'autre, vous n'avez pas du tout les mêmes capacités d'action. Et donc, les acteurs en présence n'ont pas du tout les mêmes capacités d'action selon qu'ils sont dans un modèle complet où ils ont une responsabilité complète sur l'ensemble des grands domaines d'intervention, y compris sur des capacités d'intervention dans l'entretien programmé, y compris dans le développement social urbain, où ils ont des actions à leurs mains, ou des modèles soit intermédiaires, soit plus classiques, enfin plus de niveau de gestion courant, où ils vont jamais avoir les capacités d'action à leurs mains, mais plutôt en coopération avec d'autres. Et donc ça me semble, nous en tout cas, on est assez sensible à ces éléments-là, parce que derrière ce qui est annoncé, ce qui est affiché, ce qui est important, c'est la capacité à faire. C'est le pouvoir effectif d'agir sur les choses. Et selon les modèles d'organisation, on n'est pas dans les mêmes réalités. Ce d'autant plus que depuis un certain nombre d'années, ces modèles un peu traditionnels d'agences de proximité sont venus se compléter par d'autres dispositifs de centres de relations clients, où là où il s'agit aussi d'apporter une réponse quelque part de proximité, parce que c'est une réponse qui vise à un des aspects de la proximité qui est la réactivité, qui est l'efficacité de la réponse ou de la prise en compte. Vous avez des bureaux de proximité, vous avez des agences, et puis vous avez aussi, le secteur a beaucoup investi sur ces sujets-là, des agences numériques. Et donc, on a une multiplication, mais j'aurais envie de dire du côté des collectivités locales, c'est la même chose, du côté de toute une série d'acteurs, c'est la même chose. On a une multiplication des modalités de contact et de modalités de relation avec les usagers, les locataires, les clients, les habitants, selon comment on les aborde et comment on les considère. Et donc, toute la question, elle se pose de revisiter l'offre de services qu'on a à ces différentes modalités de contact, et puis surtout la complémentarité qu'on aborde sur ces points-là, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et puis, sans entrer dans le détail, là aussi,
vous les avez, c'est que quelqu'un parlait des modèles de gardiens. Et ben, derrière cette réalité, le gardien, c'est un peu la figure emblématique de la proximité chez les bailleurs sociaux. Là encore, on est confronté à des modèles, ou en tout cas, on a des modèles d'organisation qui sont très, très différents au sein du secteur. En gros, vous avez deux grands modèles qui tiennent avec des variantes. Vous avez un premier modèle d'organisation qui est fondé sur un périmètre de gardiens assez complet, avec des gardiens qui vont être à la fois sur les tâches d'entretien ménager, d'ordures ménagères, de gestion de la relation client en faisant les états des lieux entrants, sortants, pré-visite, en gérant la réclamation, avec des niveaux de délégation d'engagement de travaux qui peuvent aller chez certains bailleurs jusqu'à 1 500 €, donc des vraies capacités d'action au plus proche du terrain. Et donc, tout ça, ça génère un modèle d'organisation avec leur manager au-dessus qui n'est pas du tout dans la même configuration. Donc, vous avez des variantes, je ne vais pas m'y attarder. Mais donc ça veut dire aussi que c'est des modèles d'organisation, mais c'est aussi des modèles économiques, puisque les questions de récupération, les questions de coûts pour le bailleur, pour le locataire ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais ce sont aussi des modèles alors qu'on trouve beaucoup historiquement en Île-de-France. En région, on trouve un peu moins ces modèles qui ont misé beaucoup de choses sur le gardien de proximité très complet. Et puis, vous avez un deuxième modèle où le gardien, il est plutôt, entre guillemets, centré sur des tâches d'entretien ménager et de gestion des ordures ménagères, qui a aussi un impact forcément, puisque toutes les tâches qui, dans le modèle précédent, étaient effectuées par le gardien sont effectuées par un niveau responsable de site, gestionnaire technique de proximité, qui, du coup, n'est pas sur les mêmes volumes de logement. Et donc là encore, on a des modèles économiques associés, des modèles organisationnels, des modèles d'efficacité qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, selon qu'on est dans tel ou tel modèles qui par ailleurs eux-mêmes sont en train de bouger, on n'est pas non plus dans la même capacité d'action et on n'est pas dans le même dispositif dit de proximité. Voilà. Et puis, troisième dimension, sur les habitants. Nous, on trouve assez intéressant le fait qu'on voit apparaître là depuis quelques années des modes de relation, en tout cas d'aller vers, qui sont assez différentes, enfin qui sont un peu différentes de ce qui pouvait être fait classiquement, avec la volonté d'être un peu moins en réaction et d'être un peu moins dans la réception des difficultés, mais un peu plus dans dans ce qu'on met derrière le aller vers. Bon, là, je vous donne deux exemples de bailleurs. Inacité qui déplace son agence au cœur du quartier en fait et qui fait des petites qui fait des stands où les collaborateurs viennent au pied des immeubles avec des animations et ils se déplacent vers les locataires. Et puis des dispositifs de type grande conversation que vous connaissez peut-être, où là il s'agit de faire en sorte sur des temps un peu dédiés que les collaborateurs de l'ensemble de l'organisme, au-delà des simples personnels de proximité ou d'agence, aillent à la rencontre des locataires dans des dispositifs plus ouverts de dialogue. Sans forcément d'avoir d'objets préconçus, mais d'aller à la rencontre d'eux. Et donc ça, c'est des formes, c'est des modalités d'aller vers les locataires qui sont plus récentes et qui enfin, disent aussi la façon dont on essaye de retrouver du contact, de la rencontre, de la discussion plus directe par rapport à des dispositifs qui ont pu être mis en place et qui ont pu parfois éloigner un peu de la réalité. Donc ça, c'est un petit peu la façon dont la proximité se structure au sein des organismes. Alors peut-être alors avec des rythmes, avec des réalités un peu différentes selon les acteurs. Peut-être ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir les risques et les questions que ça pose aujourd'hui, ou en tout cas un certain nombre de questions. Globalement, on est quand même, et là pour le coup c'est vrai des bailleurs, mais c'est vrai aussi des collectivités locales, toute cette question de la proximité et de l'organisation, elle accompagne une crise de la légitimité des institutions publiques. Il suffit de voir tous les sondages, et c'est encore dit dans le rapport justement du CESE, on est quand même dans une relation entre les citoyens, les décideurs, entre les politiques publiques, les réalités vécues, les dispositifs institutionnels et les besoins concrets du quotidien, dans une forme de distance ou de défiance et d'incompréhension des décisions. Et donc, on a plusieurs risques ou questions qui sont posées. Tout d'abord,
par rapport, si on dit la proximité, c'est la capacité d'écoute, eh ben, on a une question sur la capacité d'écoute et la standardisation, puisqu'une partie de la modernisation, qu'elle soit des organismes HLM, mais aussi des collectivités, vise à parfois aller vers des process plus standardisés, plus homogénéisés. Et donc, cette standardisation qui peut être, il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas excessive. Comment on arrive à traiter des situations en dehors de catégories prédéfinies. On est quand même globalement dans des secteurs d'activité qui ont des pressions plus fortes sur les délais, sur la productivité, sur un certain nombre d'éléments. Donc comment ça entre en tension avec ce qu'on mettait au cœur de la proximité, qui était l'écoute de la singularité, la disponibilité, le temps qu'on peut passer. Deuxième élément qui peut être un risque, alors nous on le voit du côté des bailleurs, mais je pense qu'il existe aussi du côté des collectivités, c'est des enjeux de surcharge administrative, de multiplication des outils de reporting et donc de fait de réduction un peu du temps disponible pour le terrain. Nous, on voit beaucoup d'équipes en proximité qui n'ont plus le temps en fait d'aller sur le terrain parce qu'elles sont absorbées par d'autres tâches, d'autres réalités. Et ça, c'est vrai du côté des bailleurs, mais c'est aussi vrai du côté de toute une série d'acteurs publics. Et donc, on appelle ça, nous, une forme de présence sur le terrain qui est un peu empêchée en fait, puisque quand vous regardez les collaborateurs, ils passent leur temps derrière leur machine de gestion à alimenter des systèmes de reporting qu'ils comprennent plus ou moins, qui sont plus ou moins simples et plus ou moins efficaces, mais en tout cas qui deviennent une vraie réalité et une vraie préoccupation. Troisième dimension, on a aussi une cohérence de la relation qui est interrogée au moment où on multiplie les canaux, où on a plus de turnover qu'on ne pouvait avoir il y a certaines époques, où parfois on peut avoir des segmentations un peu excessives des rôles. Et ben, comment on garde une relation avec l'habitant qui soit cohérente et comment la promesse qui est tenue sur un site internet se retrouve sur mon panneau de liège d'information dans ma partie commune. Et comment tout ça, ça crée de la cohérence ou au contraire un peu de dissonance ou de difficulté. Et puis quatrième dimension qui est un risque ou en tout cas qui est une difficulté, qui est l'efficacité dans l'action en fait. C'est-à-dire que la question, pour être efficace en proximité, il faut avoir des marges de manœuvre effectives. Or, on est dans un système aujourd'hui globalement de complexification des règles. On intervient dans des contextes qui sont plus réglementés, plus complexes, et où donc c'est plus difficile de pouvoir aussi agir. Et puis, on peut avoir aussi, avec un certain nombre de phénomènes de ces dernières années, d'éloignement géographique ou fonctionnel des décideurs, qui rendent pas forcément toujours simples les arbitrages et la difficulté pour les gens qui sont en proximité à expliquer des décisions qui sont prises ailleurs. Et donc la question de la capacité des acteurs qui ces derniers temps ont plutôt grossi, mais c'est vrai des bailleurs sociaux avec les phénomènes de regroupement, mais c'est vrai des collectivités locales avec la montée en puissance des intercommunalités, c'est comment on garde une capacité à expliquer au plus proche du terrain les décisions qui sont prises ailleurs. Et ça, ça ne contribue, en tout cas si on y prend garde, ça peut ne pas contribuer à une question une présence de proximité. Et donc la question, elle est pas seulement de maintenir des dispositifs, mais elle est aussi de savoir comment des organisations publiques qui globalement sont plus grandes dans leurs effectifs, elles sont plus outillées globalement, elles sont plus normées, elles peuvent continuer à produire de la proximité au sens de, si on retient le sens que proposait Rosan Vallon, qui est de dire de la reconnaissance, de la compréhension, de la continuité, de la légitimité, de l'écoute. Et donc, si c'est ça la proximité, comment on arrive à créer des dispositifs organisationnels qui ne viennent pas quelque part contraindre sa proximité et qui ne viennent pas créer l'illusion d'une proximité simplement parce qu'on est présent physiquement sur un territoire. Voilà rapidement, et puis peut-être quelques perspectives. Elles découlent un peu de ce qu'on dit précédemment, c'est-à-dire que tout d'abord, il me semble que c'est toujours intéressant de se redonner du sens en fait et de se dire, mais au final, quelles sont les finalités qu'on poursuit justement? Donc, qu'est-ce qu'on attend en fait d'une relation de proximité? Où est-ce qu'elle se joue? Comment on arrive à construire de la reconnaissance, de la compréhension, de la continuité, et pas simplement la résumer à une question de présence territoriale. Et je pense qu'effectivement, on est dans un secteur où on est vite coincé par des effets de normalisation, un gardien pour 100 logements, la récupération à 75%, à 40% et autres. Et tout ça empêche aujourd'hui beaucoup de penser des dispositifs plus ajustés à la réalité des contextes dans lesquels
on exerce les activités qui ne sont pas celles des années 80 dans lesquelles ont été pensées, enfin 90 ou 2000, dans lesquelles ont été pensées toutes ces normes. Donc voilà, quelle finalité on vise, comment on arrive à garantir l'attention aux particularités. Et puis peut-être se poser aussi la question du point de vue de l'habitant, au final, qu'est-ce qui fait pour l'habitant une institution proche? Qu'est-ce que c'est pour lui? Comment on l'interroge aussi sur ces dimensions-là? Comment ça se traduit en périmètre de responsabilité? Et puis comment, au plus proche du terrain, les coopérations opérationnelles, elles peuvent se faire dans le cadre des dispositifs de gestion urbaine et sociale de proximité. Deuxième dimension qui découle aussi de ça, c'est qu'à partir du moment où on est clair sur les finalités, comment on conçoit des organisations qui peuvent donner des marges de manœuvre effectives au plus proche du terrain. Nous, on est assez convaincus que la réponse, elle tient par le fait que les gens qui sont au plus proche du contact sont en capacité de répondre. Et donc, d'ailleurs, on l'éprouve tous dans notre quotidien, hein. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un au téléphone qui vous renvoie à quelqu'un d'autre, qui vous renvoie à quelqu'un d'autre. À partir de là, on perd de la quête. Mais par contre, si vous appelez quelqu'un, que vous avez quelqu'un en réponse qui a pris en compte votre demande, qui l'a considérée, qui vous a apporté une réponse, il est peut-être à distance physique, mais il vous aura apporté une réponse de proximité, entre guillemets, si on dit qu'elle vous écoute, qu'elle est réactive et qu'elle contribue à quelque part vous reconnaître comme quelqu'un qui compte. Et donc, qu'est-ce que l'organisation, elle permet réellement? Quels sont les niveaux de délégation? Enfin, on retrouve des questions assez classiques en matière d'organisation. Et puis surtout aussi, quel niveau d'expertise complémentaire on fixe par rapport à, à une gestion dite courante? Comment on repense la question de l'accompagnement social, des expertises techniques, du développement social urbain, de la tranquillité, de la médiation, qui sont autant de sujets qui montent en puissance dans le quotidien. Et donc, quelle réponse organisationnelle on peut y apporter? Et puis, troisième élément pour conclure et terminer, comment les dispositifs d'implication des habitants, on arrive à les renforcer en distinguant en fait peut-être dans ces dispositifs des dispositifs qui visent à mieux comprendre les situations vécues et les attentes prioritaires. Donc ça peut passer par toute une série de sujets. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les territoires sur ces dimensions-là. On voit bien qu'il y a un enjeu aussi d'améliorer la qualité de la relation et de l'inscrire dans la durée. Donc, comment on revitalise, et c'est très facile à énoncer un vendredi à 15 heures, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, des collectifs d'habitants, des relais associatifs, des espaces de dialogue réguliers. Et puis là aussi, comment on contribue dans les dispositifs à renforcer la compréhension des décisions, des arbitrages. Et donc là aussi, écouter, réagir et comprendre à travers des espaces de dialogue, des retours sur les décisions prises et leur explicitation. Voilà un petit peu de manière assez synthétique que je vais vous proposer comme introduction à nos réflexions sur la proximité. Merci Christophe. C'est pour moi très très clair. J'espère que ça éclaire les participants qui s'interrogeaient sur la notion de proximité. En tout cas, c'est très complet. Vous aurez le support comme d'habitude, donc vous pourrez aller dans le détail, parce que l'idée, c'est plus de comprendre le concept et de l'aborder et de vous faire une proposition de lecture qui peut aussi être débattue, parce que c'est l'objet aussi de ce webinaire, c'est que vous puissiez vous exprimer. On n'a pas vu passer de questions dans le chat, donc je pense que les gens étaient absorbés, Christophe, par la présentation. On te remercie sur le sujet. Mais on a un petit temps là justement qui vous est proposé soit pour réagir, une notion n'a pas été abordée, soit une notion n'est pas comprise ou vous voulez préciser une notion. N'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, on n'est pas finalement, on est 27, on était une cinquantaine d'inscrits, on est 27, donc on n'est pas très nombreux, donc on peut prendre quelques minutes là pour que vous puissiez soit vous exprimer en réaction, soit poser une question. Voilà, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on a des mains qui se lèvent? Ça peut Pas de être questions? voilà, aussi de rebondir, notamment ceux d'entre vous qui sont peut-être plutôt côté collectivité, commune, si certains d'entre vous ont envie de voir par rapport aux questions, aux défis qu'a évoqué Christophe Palot, est-ce que ça vous évoque aussi
des difficultés que vous pouvez avoir, ou est-ce que au contraire vous avez des choses à partager sur des choses qui ont été mises en place de votre côté? Voilà, je vois que Sylvain lève la main. Je laisse prendre la parole. Oui, non, 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 moi j'ai effectivement été absorbé, Christophe. Je mets simplement au débat quelque chose qui est essentiel, à mon sens, c'est la volonté au départ d'une direction générale sur tout ce qui vient d'être dit. Alors sur les organisations et les modèles d'organisation, ça va de soi, mais euh, la proximité, c'est forcément d'y dédier du temps et plus que ce qu'on peut aujourd'hui mettre avec toutes les contraintes économiques et financières qu'on connaît tous. Du coup, voilà, il y a, à mon avis, ce mot de volonté qui doit aussi partir d'en haut. Je ne peux que souscrire à ce que vous mettez en avant, notamment parce que je pense que les directions générales, je pense elles ont à être au clair sur les finalités en fait. Elles ont à être au clair sur le sens qu'elles veulent donner à leur dispositif, hein, et ensuite de construire des alignements entre ces finalités, les organisations, les moyens qui sont mis en place et la manière dont on les pilote, dont on les suit, dont on les évalue. Et ça, c'est un grand défi parce que c'est pas toujours facile. Et puis parce que parfois les choses se mettent en place les unes à côté des autres et pas forcément toujours en les réinterrogeant. Et puis voilà, c'est compliqué la transformation et le changement. Donc, mais en tout cas, je pense on sent bien qu'on est à un moment où les dispositifs se sont beaucoup complexifiés et parfois on les a mis les uns à côté des autres sans forcément toujours les réinterroger. Et donc ça, c'est une difficulté, c'est une difficulté à laquelle on est. Et je rajouterais que dans le secteur, malheureusement, on n'est pas aidé par les cadres réglementaires. C'est-à-dire que le gardien pour son logement, c'est chiant, quoi. Enfin, je le dis assez tranquillement, mais cette règle-là, elle est chiante parce qu'elle oblige, elle évite de penser, mais au final, de quoi a-t-on besoin? De la même façon, les taux de récupération aujourd'hui, c'est contraignant, quoi. Ils datent de 87. En 87, il n'y avait pas de système d'ordures ménagères enterrées, donc ça prenait pas en compte ça. Donc voilà. Donc bon, donc du coup, aujourd'hui, vous pouvez plus récupérer votre gardien à 75% si vous avez mis en place ce que la plupart des opérateurs ont fait dans les opérations de renouvellement urbain, des systèmes de collecte enterrée. Donc ça coince, quoi. Enfin, c'est ça qui est compliqué, moi, je trouve aussi. Ce que Mais tu bon. dis, Christophe, peut-être qu'il y ait le sujet qu'on n'a pas trop abordé là, mais qui est important dans le modèle économique, en fait. C'est-à-dire que il y a aussi la volonté, je le dis en lien avec l'abattement de taxes foncières et les débats qu'on a sur les plans d'action, parce qu'on est dans le réseau GUSP ATFPB, donc c'est ce sujet-là qui nous a conduit à réfléchir à la notion de proximité, c'est que aussi, quand on veut pas alourdir les charges des locataires, on fait des choix d'arbitrage sur les modèles de gardiens de taux de récupération dans les charges. Tu l'as évoqué rapidement, il y avait une slide un peu là-dessus, mais vous pourrez regarder, mais il y a une question de taux de récupération en fonction des tâches qui sont affectées aux collaborateurs. Et soit on va penser taux de récupération maximum parce que ça a un impact sur le modèle économique du bailleur s'il n'est pas récupéré cet ETP-là au maximum sur les charges locatives. Donc on va se dire taux de récupération maximum, donc tâche peut-être de faible niveau de responsabilité. Je regarde Christophe, mais tu me contredis si je dis des bêtises, mais voilà. Et donc du coup, le modèle, il tient, mais on se dit, tiens, dans un QPV, j'ai besoin de plus d'agents pour assurer les mêmes tâches. Et donc, pourquoi mon locataire en QPV, il payerait plus cher qu'un locataire hors QPV pour des conditions peut-être de vie inférieures? Enfin, voilà, il y a cette réflexion qui est difficile, en fait, cette prise de décision qui est difficile. Et surtout, on évite d'alourdir les charges. Et c'est pour ça que parfois, dans les plans d'action à TFPB, les bailleurs vont proposer de valoriser une partie de l'ETP, des ETP pour renforcer la proximité, mais pour ne pas l'inclure dans les charges du locataire, en fait. C'est-à-dire, on prend en charge ça sur l'abattement, mais du coup, je ne le rajoute pas dans les charges locatives. Enfin, on le voit apparaître dans les plans d'action, et peut-être que c'est la justification de cette prise de décision-là, qui peut être
macro, en plus éloigné hein, du collaborateur qui est dans la négo sur le terrain, qui est difficile à éclairer des fois dans le dialogue avec les acteurs locaux, quoi. Moi, je laisse les bailleurs me dire, mais euh, moi, je ressens ça de mon point de vue à moi d'ARHLM quand je dialogue avec vous sur le terrain. Je ressens ça dans les débats, quoi. Je vois qu'il y a des réactions dans le chat. François, tu peux prendre la parole si tu veux, hein. Oui, la question du gardien, bon, c'est vrai. En plus, on n'arrive plus à avoir le gardien historique qui habitait dans les résidences, là, dont tout le monde nous parle dans les années 80. Nous, on n'arrive plus à recruter des gens qui veulent vivre dans les... Enfin, ils veulent une scission entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce qu'on entend bien. Donc, le modèle de gardien qui vit en pied d'immeuble, tu disais, Christophe, qu'en région parisienne, il y a des modèles un peu différents, mais on est dans un autre territoire, on vit peut-être un peu les choses différemment. Ça, c'est un truc qui a vraiment, au fur et à mesure, disparu, quoi. Le gardien logé au rez-de-chaussée... En Île-de-France, il reste parce que c'est un facteur d'attractivité compte tenu du coût du logement Bah oui, c'est qui ça. fait que Ils étaient logés. Ici, ça marche plus, je crois. Voilà. Il y a une main levée de Raphaël. Vas-y, Raphaël. Présente-toi peut-être pour Christophe et Ouais, pour... voilà. bonjour à tous. Donc, je m'appelle Raphaël Giguel. Je suis chargé de mission gestion urbaine de proximité pour la métropole européenne de Lille et donc en charge du suivi de la demande TFPB. Merci beaucoup, Monsieur Palot, pour cette présentation qui était très claire et qui va aider un travail qu'on mène avec la préfecture du Nord et de la poursuite de ce qu'a fait l'IREV et l'URH sur un référentiel d'évaluation et notamment pour accentuer, améliorer la valorisation de cet axe 1 qui consiste au renforcement du personnel de proximité. Moi, je voulais faire part juste d'une difficulté qu'on éprouve donc à la MEL, donc avec les collègues délégués du préfiet et les techniciens aussi de la gestion urbaine proximité des communes. C'est-à-dire que, comme vous l'avez bien dit, Monsieur Palot, on retrouve des modèles différents de gestion et d'investissement de la thématique de proximité selon les bailleurs sociaux qui sont en nombre au sein de la métropole européenne de Lille et très différents, avec un investissement de la proximité qui est différent au départ. Parfois, c'est une priorité pour la direction générale, comme le disait Sylvain. Parfois, ça l'est pas. Donc, il y a déjà cet élément-là à prendre en compte. Et quand c'est une priorité pour deux directions générales, la manière de l'investir est tellement hétérogène que aujourd'hui, on se retrouve dans la difficulté de valoriser auprès d'un élu des pratiques et des investissements différents. C'est pour ça que nous, on a engagé un travail là avec les bailleurs et avec une expérimentation avec un bailleur notamment pour essayer de renforcer en effet la valorisation de cet axe 1, mais on peut regrouper en fait ce qui se fait à l'échelle de la métropole et les bailleurs, dites-moi si je me trompe là pour ceux qui composent la métropole européenne de Lille. Voilà, on peut les résumer selon deux modèles. Soit on a un bailleur qui investit la proximité sans faire de différence QPV hors QPV et du coup vient valoriser via l'axe 1 TFPB plutôt des actions qu'il va financer via des opérateurs spécifiques, des opérateurs associatifs, euh, voilà, qui fait pas en régie, ou soit le bailleur en effet vient mettre en place des personnels de proximité spécifiques aux quartiers prioritaires et là vient valoriser une partie considérable, très considérable de l'ETP. Et là, c'est là où ça vient poser question, notamment de la part des élus, bien sûr, puisque c'est un manque à gagner pour eux. En même temps, en rappelant, comme l'a dit Pamela, qu'il y a une valorisation pour éviter les surcoûts, enfin en tout cas les coûts Les importants surcharges. côté loyer, les surcharges, voilà, merci. Voilà, je voulais faire part de sa difficulté, je ne sais pas s'il y a une réponse telle quelle, mais Je voilà. sais pas non plus. Voilà, petite note d'ambiance. Oui, puis après, il y a la question aussi, moi, je perçois aussi d'ajustement à l'interne chez le bailleur, c'est-à-dire que est-ce qu'on donne
Pardon, je suis désolée, il y a un écho, il y a peut-être un micro ouvert quelque part. Est-ce qu'on donne, comment on valorise auprès des collaborateurs en interne qu'on donne beaucoup plus de moyens à une agence ou une antenne très locale par rapport à une autre et comment on fait varier ces moyens dans le temps si à un moment donné la situation s'améliore à droite et se dégrade à gauche? Enfin, il y a une question quand même d'adaptabilité très forte. Enfin, on est quand même sur des territoires parfois où les choses varient beaucoup enfin, rapidement en fait. Les situations, les contextes, on le sent bien dans les périodes en plus d'émeutes par exemple où il y a des périodes un peu difficiles, dans des réorganisations de, je sais pas, de collecte des déchets après un projet de renouvellement urbain. Il y a plein de moments. Ah, Christophe a été déconnecté. Il y a plein de moments où je pense que cette adaptation, elle doit être hyper rapide, alors que, bon, on sait bien, tout le monde, que dans une organisation d'entreprise, entre guillemets, l'adaptation, elle n'est pas si facile que ça, quoi. On a des fiches de poste, enfin, voilà, il y a des sujets comme ça en même temps qui ne doivent pas être si simples que ça, je pense, à aborder pour nous, mais aussi pour nos partenaires, enfin, voilà, dans leur mode d'organisation à eux aussi, quoi. Je vois plus de questions. Christophe, c'est Merci beaucoup, Christophe, pour ton intervention, que je pense qui est très éclairante, en tout cas qui permet de nourrir le dialogue. C'est surtout ça qui nous intéresse dans le réseau, c'est de nourrir le dialogue par une compréhension partagée des enjeux de chacun, les dialogues sur le terrain. Donc vraiment, merci à toi. Et puis, on peut passer au temps numéro 2. Alors, j'ai Ah, une Monsieur petite Treux qui a levé la question. main. Ouais, Oui, voilà. en fait, c'était enfin, merci pour les échanges. Là, je pensais à la présentation qui a été faite par Monsieur Palot et qui permettait d'une certaine façon de classer les différents organismes de logements sociaux en fonction des, des, des missions, des politiques, enfin, en tout cas, oui, des missions qu'ils mettaient en place, hein. On voyait les différents. euh, Est-ce que est-ce que ça existe en fait? On sait, parce qu'on a on sait classer en fait nos collègues bailleurs selon ces différents critères ou est-ce qu'il y a un organisme qui le fait? Est-ce que ça a un intérêt pour nous? Justement par rapport à la façon dont on peut travailler, être au clair avec eux sur leurs objectifs finaux, vous voyez? Est-ce que Alors, ça, la notion de classement, elle est un peu délicate parce qu'elle voudrait dire qu'on compare. Et je pense que c'est la notion d'efficacité qui est intéressante plus que la notion de classement, parce qu'on peut, dans le dialogue, ce que disait Raphaël, essayer de comprendre comment travaille le bailleur en fonction de son mode d'organisation et puis c'est aussi la répartition de son patrimoine. Si vous avez un bailleur qui a 1000 logements concentrés à un endroit, forcément que vous allez retrouver plus de personnel qu'un bailleur qui va avoir des lots de 75 ou 100 logements étalés un peu partout. Donc je pense que le classement là dont on parle, c'est un peu délicat comme terme et je préfère pas l'employer, mais c'est plutôt la compréhension de ce qui fait décision sur un mode d'organisation qui doit vous éclairer dans le dialogue avec les acteurs sur le terrain. Et ça part, enfin, je veux dire, il n'y a pas de bon et de mauvais mode d'organisation. Est-ce que le mode d'organisation que oui, j'ai mais proposé, il comment répond on aux sait attentes sur le que terrain? notre acteur, il est dans tel ou tel... Bah ça, vous les interrogez individuellement. Moi, je fais pas de classement à l'URH. J'en sais rien d'ailleurs. J'ai une connaissance assez partielle de ce que font certains bailleurs sur certains territoires, mais je pense que c'est dans le dialogue local avec eux. Vous vous rendez bien compte, il y a une agence, il n'y a pas d'agence. L'agence, elle est à 5 km, elle est à 200 mètres. Vous avez déjà, vous, une meilleure lecture que moi de ce qui se fait. Voilà, je ne sais pas si les bailleurs veulent intervenir sur ça, mais c'est un sujet quand même délicat parce que vous rentrez en tant que partenaire dans l'organisation interne d'une entreprise, en fait, quand vous posez ces questions-là. Et ils sont en droit ou pas. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'en dire ou pas? Enfin, François, toi qui a Ouais, beaucoup mais moi, d'expérience sur le je pose sujet. pas la question, je vois juste qu'il y a des critères et donc... Mais ok, non, mais j'ai C'est pas compris. vraiment des critères, c'est une explication sur qu'est-ce qui fonde les raisonnements. Vous voyez? Ah, ok. Hmm. Ce qu'on vous explique, c'est qu'est-ce qui fonde une organisation, un raisonnement, sur quoi on s'appuie pour penser l'organisation d'un organisme HLM. François, tu voulais réagir peut-être? Oui, je pense, bah, moi je me reconnais assez facilement, j'arrive à me mettre dans le tableau assez facilement. Parce qu'on a on a des grands silos, des différents métiers, et ils sont incarnés plutôt en centrale ou plutôt en local. Bon, et t'es plus ou moins central ou plus ou moins local.
Là où je m'interroge, et peut-être que Christophe aurait pu compléter le propos, il est parti, son propos a été fait à l'indicatif. Je l'aurais fait au conditionnel et dès l'introduction. C'est-à-dire, la proximité serait porteuse d'un certain nombre de valeurs. Efficacité, dialogue renforcé, réactivité, etc. Donc ça, c'est un certain nombre de vertus dont on part la proximité et qui expliquerait pourquoi, à un moment donné, certains iraient vers des organisations où on viendrait incarner cette proximité. Là-dessus, c'est là où il peut y avoir débat, je pense. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de réponse univoque. On va avoir des organisations liées à des territoires, à des contextes qui vont produire certains effets et qui ne seront pas nécessairement toujours les mêmes, qui n'iront pas nécessairement toujours dans le sens qui viendrait valider l'idée que la proximité, c'est le mode opérationnel le meilleur, ou inversement que l'uniformisation des process, la méthode industrielle un peu par le haut, viendrait produire là aussi une meilleure qualité de service. Je pense qu'on est sur des croisements, un regard souple qu'on doit avoir, qui est d'ailleurs au cœur de la réflexion de la politique de la ville et de la gestion urbaine et sociale de proximité. Quand on va en diagnostic en marchant sur le terrain, on ne vient pas avec nos gros sabots, avec nos idées toutes faites en disant bah, c'est pas grave, on va mettre 3 fois plus de nettoyage, la MEL va passer 3 fois plus souvent pour ramasser les baves. Ah non, tiens, la MEL, elle n'est pas d'accord. On est à chaque fois dans une approche justement qui est une approche à la carte, très spécifique, et la réalité monçoise n'est pas la réalité de l'ALMA, ou n'est pas la réalité j'imagine, la Sambre-Avesnois. Voilà. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, et c'est pour ça que le propos au démarrage de Christophe aurait pu se faire sur un mode conditionnel. Voilà. De quelle qualité partons cette fameuse notion de proximité? Et en fait, ensuite, bien évidemment, je suis complètement d'accord avec l'idée que proximité, ça renvoie à des modes opératoires, ça renvoie à des qualités supposées, ça renvoie à des vertus et un certain nombre d'enjeux liés à la restauration de la confiance qui est très distendue avec les publics. Donc voilà, juste là-dessus, mais c'est ce que je dis depuis 1 an et demi dans les copiles lorsqu'on me parle du décret gardien. Voilà. Du coup, on a une réaction de Raphaël, peut-être? Ouais, hop, je mets mon micro. Bah, en complément de ce que dit François, c'est vrai que la présentation Christophe avait une grille d'analyse qui opposait un peu répartition de compétences entre agence et siège. Et pour faire part d'un dernier témoignage métropolitain, c'est que nous, on constate aussi des différences de compétences ou d'investissement dans une tierce compétence, par exemple la proximité, via voilà, de la surintervention sur la gestion des déchets, par exemple, en QPV, par agence d'un même bailleur, où on va avoir une proximité très incarnée pour une agence d'un bailleur qui se trouve à Mont-Saint-Barreul, et beaucoup moins pour une agence qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq. Et là, en effet, on ne comprend pas trop, quoi. Mais au sein d'un même bailleur. Donc c'est vrai que, et c'est pour ça que je réitère la difficulté d'avoir une mise à plat vraiment dans un souci métropolitain de ce qui se fait. C'est assez difficile, mais on va y arriver grâce à Pamela et Lisa notamment. Bon. Nous, tu sais, on essaie d'aider à réfléchir, mais après, c'est vous qui faites le job sur le terrain. On est humble sur notre pouvoir d'action locale. Voilà. En tout Merci. cas, l'important, c'est d'avoir des espaces de dialogue aussi, justement, Voilà, surtout. pour pouvoir Et le en débat. discuter avec toutes les parties Et prenantes. surtout avec des visions différentes, parce qu'on voit bien, tout est
tout est contextualisable et tout est bien différent de l'un à l'autre. Enfin voilà, on peut pas créer d'uniformisation et c'est de ça qu'on essaie de s'échapper quand on veut pas, ou on botte un peu en touche volontairement sur le décret gardien. C'est parce que on ne veut pas traiter de process uniformisés qui ne disent rien de ce qu'on en fait en fait derrière. Et c'est en ça qu'on remet en question certains sujets sur lesquels, je ne dis pas qu'il n'y a pas des décrets, mais quand ils ont 30 ou 40 ans, je pense à un moment, il faut les réinterroger. Voilà. Et nous, on essaie d'aborder la notion plus large de satisfaction, qualité de service aux habitants. C'est ça le but du quotidien de ce qu'on veut faire. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, globalement, pour répondre aux attentes, nous-mêmes, en tant que bailleurs, sur notre champ de responsabilité. Et vous l'avez vu, ils sont discutables, ces champs de responsabilité. On peut aller beaucoup plus loin ou rester sur un champ de compétences limité. Donc, et c'est pas illégal de le faire quand on décide de se concentrer, de bien faire la base et de pas aller de s'éparpiller sur plein d'autres champs de compétences. Donc, c'est ça. Et puis, nos partenaires aussi ont leur propre champ de compétences qu'on essaiera d'éclairer dans un webinaire plus tard aussi, en vous faisant parler, vous, collectivité, et en essayant d'avoir aussi une présentation de ce même type sur comment vous pensez vos organisations, comment vous réfléchissez, par exemple, la question des déchets. C'est une question qu'on soulève tout le temps dans nos webinaires et sur lesquels on n'aboutit jamais à une conclusion parce que je crois qu'il n'y en a pas. Mais comment vous réfléchissez ça, comment vous remettez en jeu ces questionnements-là à l'aune d'un QPV, par exemple, qui ne vit pas la propreté ou le tri des déchets de la même façon qu'un quartier résidentiel UP, j'en sais rien. Enfin voilà, on est obligé de s'adapter. Donc ça, c'est les questions qui collectivement doivent nous interroger et nous permettre de nous ajuster les uns avec les autres. Et d'ailleurs, ça me fait la transition, j'en profite parce qu'on s'est donné un timing, donc je veux aussi qu'on puisse rester dans ce timing qu'on s'est donné. Ça me permet d'introduire l'intervention de Sylvain Grigowski, qui intervient du coup pour son bailleur, la Vénoise Promocil, et je vais le laisser prendre la parole sur justement une expérimentation qui a été mise en place par ce bailleur-là sur des équipes de propreté, je ne dis pas le bon terme, peut-être Sylvain, mais tu me corriges, et qui permettent d'éclairer aussi comment a été pensé un mode d'action répondant à des attentes particulières. Voilà, à toi Sylvain. Merci Pamela, merci à tous. Bon, enfin, bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Est-ce que je vous redonne le partage ou est-ce que vous voulez que je Non, allez-y, l'affiche vous pouvez. Non, non, vous pouvez le partager. ici? Très bien. À la limite, il n'y a pas beaucoup de slides. Alors, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est une expérimentation de 2025 dans le cadre de notre plan GUSP de 2025 sur le territoire du Val-de-Sambre. Juste brièvement, à Vénoise Promocil, pour du coup un peu me classer, c'est 15 000 logements. Principalement sur un arrondissement, l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe dans le sud du département du Nord, et une agence qu'on appelle nous une agence du quart d'heure, c'est-à-dire que la proximité se traduit dans notre organisation par une agence qui correspond à un modèle intermédiaire dans l'organisation de Christophe tout à l'heure, tous les quarts d'heure. Voilà, c'est un petit peu le modèle d'entreprise et de SH que l'on est. On est parti d'un constat et de nos diagnostics en marchant. L'année dernière et les années d'avant, partager, c'était déjà quelque chose de fort, c'est-à-dire que le diagnostic, il est fait au même moment et il était partagé. On constatait sur la commune de Louvroil, qui comporte 3 QPV, des gros problèmes de propreté aux abords et à l'intérieur des sites. Particularité domaniale, Avesnoise Promocil, propriétaire du bâti, et tous les extérieurs, espaces publics et communaux. Des comportements, des usages inadéquats, hein, c'est pas ce qu'on attend des habitants ni des locataires, c'est ce que je pense on constate tous. On avait en même temps une évolution de la gestion des ordures ménagères et surtout de la gestion des encombrants. Pour vous la faire simple, très peu d'incitation à aller à la déchetterie,
peu de mobilité parfois pour nos locataires à aller à la déchetterie, mais surtout un mode de collecte des encombrants sur un appel téléphonique avec des prestataires et via de l'insertion des entreprises dédiées à l'insertion. Du coup, nos locataires et habitants ont pris le pli de j'appelle, on donne une date de ramassage, mais ont tout le temps souhaité, n'attendent pas la date de rendez-vous. Si le rendez-vous est fixé à 5 jours, eux, ils ont appelé, donc les dépôts sont, le sommier, le matelas est déposé directement moins de 12 heures après. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé confronté sur notre territoire à est-ce que ça relève de la gestion et la collecte des encombrants ou est-ce que ça relève du dépôt sauvage? Et donc, du coup, des difficultés croissantes. Je vois que Christelle, ma collègue d'Habitat du Nord, est là et elle vit la même chose que moi, je la salue. Et en fait, on s'est retrouvé confrontés, nous, bailleurs, à gérer au pied de nos immeubles quelque chose qui relevait soit de la compétence de la gestion des encombrants, et donc de l'agglo, soit du dépôt sauvage. Et en fait, on s'est rendu compte que ce système s'est aggravé, en tout cas, les dépôts sauvages et la propreté en général. Et puis un troisième élément, on avait un programme de réhabilitation lourde, plusieurs millions d'euros sur notamment un groupe de 180 logements. Et également une gestion transitoire, puisque un autre QPV était en plein programme de rénovation urbaine. De ce fait-là, des enjeux forts pour la propreté, gros investissements qui devaient, du coup, j'ai envie de dire, apporter des améliorations pour les locataires, mais aussi en termes d'attractivité pour nous, pour les habitants et pour les quartiers. L'idée, ça a été de travailler avec la commune de Louvroil et son service jeunesse. On est vraiment là, 3 QPV, une population de moins de 25 ans et notamment des 11-17 surreprésentée par rapport aux moyennes dans les quartiers hors QPV. Donc un vrai potentiel de jeunes à mobiliser. Une commune qui, comme ça a été, je crois, évoqué dans la présentation tout à l'heure, n'a pas tout le temps non plus et n'a plus tout le temps les moyens de faire face à tous les contre-usages et toutes les incivilités, toute cette thématique de propreté. Et donc l'idée, c'était de fédérer tout le monde autour d'un projet pour qu'on fasse quelque chose de gagnant-gagnant. Et en y mettant, j'ai envie de dire, on a presque rien inventé, c'était de vraiment mettre en action et quotidiennement tout ce qu'on peut débattre entre nous et sur tous nos gros enjeux, hein, l'éco-citoyenneté, le développement durable, le cadre de vie, cette propreté, la coordination de compétences. On a imaginé du coup une brigade citoyenne de propreté. L'idée, c'était de mobiliser des jeunes, alors autour d'un projet, hein, forcément, avec des finalités pour eux. On est aussi parti du principe que tout travail mérite salaire, y compris pour des jeunes qui s'investissent. Et à travers l'action, à travers le plan d'action, on a décidé de mener une action et de créer une brigade de propreté. Je ne vais pas aller dans le détail sur ce que peut faire cette brigade. L'idée, c'était d'avoir aussi une action sur l'année, avec une fréquence soutenue, hebdomadaire, pour qu'elle soit visible et pas faire comme moi, le premier, j'ai souvent fait du one-shot à l'été. Nos plans sont posés, sont validés. Et puis, sur la période juin, juillet, août, on décline bon an, mal an notre plan avec des actions, des chantiers passerelles, tout ce qu'on connaît et ce qu'on voit tout le temps. Ça a un super effet au moment où c'est réalisé.
mais les usages et les comportements sont tellement difficiles à changer que finalement, les équipes et les locataires n'en voient le bénéfice que quelques jours, au plus quelques semaines. Du coup, l'idée, c'était de lisser cette intervention sur une période plus longue, avec une fréquence soutenue. Là, pour le coup, c'était une fréquence hebdomadaire, 30 mercredis après-midi du mois de juillet, au moment où elle est sortie de terre, jusqu'à les derniers mercredis sont encore en cours actuellement. Et puis tout ça avec un comité de pilotage, puisque on est tous et toutes conscients de l'évaluation nécessaire, utile à toute action, notamment au regard de l'argent qu'on y met et de ce fameux abattement. La brigade en action, simplement nettoyage et ramassage. Bon voilà, hein, c'est tout ce qui concerne notre quotidien et notamment notre personnel de proximité. On a travaillé aussi sur du désherbage, du nettoyage avec du Karcher. On a essayé de les motiver sur ces 30 mercredis à essayer de diversifier un petit peu les tâches, qui sont des tâches qui ne sont pas forcément agréables. Et on a décidé, alors ça se fait beaucoup dans la médiation, mais en tout cas on a décidé de les équiper avec aussi un t-shirt Kawaii, en tout cas pour qu'il soit visible et qu'il soit bien distinctif des usagers le mercredi après-midi, de voir qui fait partie de cette brigade et qui n'en fait pas partie. L'idée, c'était aussi de montrer aux habitants que c'était nos jeunes qui ont souvent été décriés sur ce quartier-là, en tout cas sur ces quartiers-là, une partie de cette jeunesse, de voir que c'était eux qui pensaient finalement les mauvais usages et les mauvais comportements, parfois des plus anciens ou de leurs voisins. Voilà, voilà. On en est aujourd'hui à l'évaluation. L'évaluation est en cours et elle est en cours notamment à travers ce questionnaire de satisfaction donc du coup les mêmes jeunes passent ces derniers mercredis là à aller frapper aux portes de nos locataires dans les 3 quartiers et puis de faire un petit peu un retour d'expérience auprès des locataires et de voir un petit peu si voilà comment les gens ont perçu les choses en termes de qualité, d'amélioration, d'effet et puis perception du projet. Elle est nécessaire, cette évaluation, pour tout ce que vous savez de manière réglementaire, institutionnelle, mais elle est aussi nécessaire parce que les jeunes, quand même, se sont rendus compte, et eux les premiers, l'ampleur de la tâche. En fait, ils sont surpris des comportements de leurs voisins. Et donc, certains s'interrogent vraiment, comme nos personnels de proximité peuvent le faire, sur le bien fondé de continuer à faire ça, en fait. Ils se rendent compte que à quoi bon continuer à ramasser, continuer à nettoyer, encore sur certains quartiers, c'était pas respecté. Voilà. On peut. Et c'est une action que moi je trouve intéressante, qu'on reconduit. Les effets sur 2 quartiers sur 3, donc on était sur 3 QPV, sur 2 quartiers, on voit une nette amélioration. Sur un 3e, c'est un peu plus compliqué et il faut poursuivre et même peut-être arriver à adapter d'autres choses. Cette action va pouvoir la porter aussi au sein de notre agglomération pour aussi objectiver un petit peu ce changement de gestion des encombrants, pour que il y ait aussi une réflexion à l'échelle du conseil communautaire pour voir comment on peut réadapter, modifier un petit peu
cette gestion-là sur appel téléphonique qui génère du déchet, du déchet, du déchet, ou adapter les moyens en face, hein, si c'est un problème de moyens, mais je ne pense pas. Et puis, on va la décliner sur une autre commune parce que les collègues responsables d'agence rencontrent les mêmes sujets sur d'autres QPV, hein, sur d'autres communes. Et voilà, on va essayer de mailler ça avec nos jeunesses et nos associations sur d'autres communes. On la décline là cette année sur Aumont avec un accueil des élus assez intéressant. Voilà, ça a trois vertus pour conclure. Nos locataires, bon, il y a quand même une amélioration. Donc, pour nous bailleurs, ça a également une amélioration. Je vous parlais d'attractivité. On arrive plus souvent à faire visiter des logements dans des quartiers qui sont plus souvent plus propres. On a également un retour des personnels de proximité qui est intéressant parce que à la fois on recrée du lien avec une partie de la jeunesse de nos résidences et de ces quartiers qui sont pas tout le temps simples à gérer. Donc il y a cet échange-là un petit peu renoué. Et puis c'est surtout un appui aux équipes de proximité et aux gardiens. Voilà, c'est une solution qu'on leur apporte. Alors ça ne règle pas tout, mais en tout cas, ça permet aussi voilà, de renforcer et de les réassurer sur toutes ces tâches qui sont quand même usantes à la longue. Voilà, j'ai pas forcément été très clair, c'est pas un exercice que je fais tous les jours, je vous prie de m'en excuser. C'était très clair, Sylvain. Très Je clair. crois qu'on a vraiment bien compris l'enjeu et merci pour ce retour d'expérience. On a une question dans le chat qui est posée, tu vois, tu as des pouces, donc c'est que ça parle. Il y a une question qui est posée par Laurent de Tourcoing. Si vous voulez, Laurent, prendre la parole, n'hésitez pas. En direct, pour poser votre question, ce sera plus simple à Sylvain. Oui, bonjour. Moi, je suis sur Tourcoing et on a les mêmes difficultés sur certains quartiers. Raphaël se rappellera des Pierres notamment, où les gens ne déposent absolument pas leurs encombrants, les déchets dans les locaux attribués. Ils les déposent soit à l'extérieur, juste à la porte, soit même n'importe où, avec des collectes qui ne sont plus mensuelles mais hebdomadaires. Effectivement, alors moi je suis en poste depuis le 1er septembre, donc j'ai pas forcément un historique de la situation, mais en tous les cas, la problématique des déchets qu'on observe là-bas est particulièrement importante et je pense que le bailleur lui-même ne sait plus comment procéder, malgré des rappels à l'ordre, aussi sur le nourrissage des animaux qui nous pose beaucoup de voilà, et puis d'autres problématiques aussi, mais du coup l'expérience que vous nous expliquez là me semble intéressante. Et la question, c'était de savoir aussi comment vous travaillez avec les centres sociaux, et pour avoir découvert récemment les coopératives jeunesse qui parfois sont utilisées par les bailleurs, est-ce que vous faites appel à eux? Voilà. Alors, écoutez, oui. Alors, les CJS, on les a très largement utilisés, nous, cette année. Justement, là, pour le coup, sur plus du curatif ou du one-shot à l'été, hein, puisque les CJS, les coopératives jeunesse service, sont déployés de juillet-août, hein, pour faire assez simple. Et donc, sur les besoins identifiés par nos équipes de gestion par agence, on recense les besoins et on garde dans nos plans d'action, et c'est comme ça qu'on les présente auprès de nos délégués du préfet et auprès de nos collectivités. C'est comme ça qu'on présente les choses, c'est de garder, de ne pas flécher un opérateur, une action type le 15 février pour
sans savoir ce qui se passera au printemps. Donc oui, on a utilisé les coopératives jeunesse service pour ceux qui ne le feraient pas. L'expérience est a vraiment beaucoup de sens. Nous avions une seule réserve qui a été vite levée, c'était que les sommes engagées par les bailleurs sur les différents chantiers, tout est reversé aux jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pourcentage qui pourrait correspondre au portage administratif, financier de la structure qui porte ça. Donc, le jeune est ravi. C'est vraiment des vrais ponts. Nous, pour vous donner une idée, on a réalisé avec la CJS de Maubeuge, la fraternité, le centre social de la fraternité. On a confié 20 000 euros d'abattement. Alors, ça veut rien dire 20 000 euros, tout dépend sur quelle base d'où on part. Mais en tout cas, on a eu une satisfaction des chantiers réalisés. Et encore une fois, une jeunesse impliquée en fait. J'enfonce le clou, hein, mais en fait, on a quand même des jeunes qui aujourd'hui sont quand même plus sensibles et sont très vite sensibilisés. En tout cas, moi, je pense qu'ils l'ont plus été que moi. Tout jeunes, dès l'école primaire, on les a sensibilisés. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience dans cette jeunesse. Alors, c'est pas pareil, hein, pas du 100% partout, mais en tout cas, eux, ils voient beaucoup de sens. Christophe Palot, tout à l'heure, parlait de redonner du sens. Pour, en tout cas, ceux que nous, on a pu croiser cet été, et là, sur la brigade de propreté, ils y sont quand même enfin, ils sont très attachés à ça, à cette éco-citoyenneté. Merci Sylvain. C'était la seule question dans le chat. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah oui, je vois que Monsieur Truel a relevé la main. Allez-y. Merci. En fait, peut-être que j'ai pas entendu, mais les jeunes en fait qui bénéficient de cette action ou qui s'investissent, participent à cette équipe, ils ont une contrepartie financière. Alors, ils ont une contrepartie financière. Alors, pas une contrepartie financière comme sur les CJS. Ils ont un projet qui est porté par là le service jeunesse de la ville. Nous, on reste ouvert à partir du moment où c'est validé dans le cadre des instances sur le modèle de projet. Moi, en tout cas, ma façon de fonctionner, le message que je porte, c'est voilà, que ça soit à partir du moment où ils ont donné du temps, de l'énergie pour les autres, je suis peu regardant, je vais être tout à fait sincère, je suis peu regardant sur le type de projet, que ça soit que ça finance une aide au permis de conduire, que ça finance un projet de séjour éducatif, plutôt quelque chose de oisif et de à partir Oui, du ça vous moment regardez pas. Ouais, bon, d'accord, c'est plus. forcément, Et il faut que ça reste dans un certain cadre, hein, mais on va pas les envoyer, on va pas parler d'éco-citoyenneté pendant 6 mois et les envoyer en avion depuis les Quins à Ibiza faire la fête un week-end. Mais en tout cas, entre ça et ce qu'ils décident de porter ensemble, il y a vraiment, voilà, il y a une multitude de choses qui se font. Là, la brigade citoyenne de propreté, c'était d'aller faire une découverte de région, séjour, donc c'est vraiment vacances région, avec les éducateurs qui les ont accompagnés. Donc voilà, je suis ok. certain que de toute façon, ça sera à la fois utile pour eux et agréable. Ça marche. Et dans la présentation que vous avez faite, parce que j'ai pas vu toutes les slides, hein, j'en ai vu passer que une en vérité. Oui. euh, il y a les contacts du service jeunesse de la ville avec Non, qui il n'y a vous. pas j'ai pas mis, je vous ai pas mis les contacts du service de la ville de Louvral, mais je peux tout à fait les Hmm. communiquer pour que ça soit joint au compte rendu et aux documents. Ok. Ouais, l'idée pour moi, c'était de comprendre quelque part sur entre guillemets, quel support la ville avait mobilisé pour
pour encadrer la contrepartie qu'on vient d'évoquer, hein. Nous, on a des dispositifs comme d'autres qui s'appellent le coup de pouce citoyen qui pourraient peut-être, en tout cas, ressembler, je sais pas, mais en tout cas être mobilisés. Enfin voilà, après, j'ai d'autres questions, mais c'est vraiment sur l'encadrement, sur l'articulation avec la propreté urbaine, mais qui sont peut-être dans la présentation. Non, on a fait très simple. Vous n'hésitez pas, moi je peux aussi vous laisser mes coordonnées si vous Oui, voulez être à ok, votre disposition pour échanger sur les sujets et sur le pratico-pratique. tout à fait. Effectivement, il y a pas mal de sujets, l'enveloppe dédiée, enfin voilà, il y a quand même plusieurs sujets, effectivement. L'encadrement, hein, c'est le service communal de la municipalité qui encadre. Donc, ils ont un poste d'éducateur. Et en fait, c'est les 11-17, hein, c'est porté par le service communal Ok, qui vient en complément d'un centre socioculturel. ça marche. Merci Sylvain. Il y a des Merci. questions du coup, ça enclenche des Oui. questions. Émilie d'abord, chez Maison et Cité, c'est ça? Oui, vous m'entendez? Je sais pas Oui, si vous m'entendez. très bien. Ouais, donc enfin, je rebondis sur cette action puisque nous, on a cherché aussi à la mener un peu sur tous nos territoires. On avait déjà eu ce qu'on appelle nous coup de pouce jardin en fait. Enfin, et pour essayer de cibler les locataires seniors aussi qui avaient du mal à nettoyer leur jardin et puis qui pouvaient justement causer en fait une forme d'incivilité parce que bon, des fois ça prend des proportions sur les voiries. Enfin, ou alors c'est des terrains qui sont un peu laissés à volo et où on va trouver des déchets, etc. Et donc ça joue sur l'attractivité du quartier et le bien vivre. Mais la difficulté qu'on a eue, par exemple, c'est que des fois on n'a pas les jeunes adéquats à la fois. Enfin, moi, j'ai même essayé de me rapprocher d'un club de prévention qui intervenait vraiment sur les jeunes de quartier et le ciblage est pas toujours évident. À contrario, voilà, c'est un frein qu'on peut avoir nous de notre côté. Et ensuite, en termes d'encadrement, aussi en termes de responsabilité par rapport à la tranche d'âge, ben, tout le monde n'est pas, je dirais, l'idée plaît, mais dès qu'on parle d'encadrement de sécurité, parce que les jeunes peuvent parfois justement dans des entretiens utiliser certains matériels, ben, ça freine un peu aussi. Donc, voilà. C'était juste un point, puisque nous, on cherche à développer hein, également ce genre de propositions sur les QPV hors QPV. Et on a parfois ouais, ce frein quand on en discute, ça intéresse. Mais c'est voilà l'encadrement selon les quartiers, selon les communes, bah, tout le monde n'est pas à même échelle en fait et ça peut être un frein pour développer ces activités-là. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire, nous, ce qu'on avait en retour d'expérience sur ce type de sujet. Merci Émilie, c'est intéressant ta remarque et ça éclaire sur les points qu'il faut arbitrer avant quand on monte ce type de projet en tout cas. On a eu les mêmes Euh, questions. Je vous confirme que ce sont ces freins-là qu'il faut lever. Et du coup, tout ne se fait pas tout de suite. On commence par la pince et le ramassage des papiers. On fait un peu de Karcher et puis on attaque tout doucement la binette. Mais effectivement, on n'en est pas encore au débroussaillage thermique. Voilà. On n'ira pas d'ailleurs, je pense. Ouais, non, mais je pense que même les sécateurs, certaines choses, enfin voilà, tout de suite, c'est responsabilité si on a un jeune qui se blesse, surtout dans la tranche d'âge où nous, effectivement, on avait pensé à des 12, enfin 11, 12 ans, jusque, on va dire, 14, 15 ans, justement, dans le cadre de financement, de permis de voyage culturel, de sortie, ou même on avait pensé à des tablettes pour les aider au niveau scolaire. Mhm. Donc, et c'est vrai que tout, voilà, l'idée est très bonne, mais c'est parfois l'encadrement qui freine vraiment en se disant qui est responsable des enfants. Mhm. Nous, c'est des 12-17, hein, vraiment, les profils, c'est 12-17, 10 garçons et 4 filles. Voilà. Une répartition de jeunes sur les 3 QPV, sur base du volontariat, évidemment. On
a eu quelques pertes en ligne. On a toujours été à 14, mais on en a 3 qui très rapidement voilà, n'ont pas souhaité poursuivre. Encore une fois, c'est pas simple. Mais d'autres sont venus se greffer. Donc, on a eu en moyenne sur tous les mercredis 13 jeunes impliqués, 13 jeunes impliqués. Et alors, le service de la ville avait une connaissance fine de ces jeunes et des profils. Et ils s'en sont servis comme levier pour aller chercher des profils qui étaient déjà primo-délinquants. Et alors bizarrement, ou tant mieux, mais ce sont ces profils-là qui se sont révélés être les moteurs auprès des jeunes qui étaient, je dirais, profils plutôt classiques, euh, peut-être même discrets. C'est eux qui ont été remotivés un petit peu le groupe. Et merci. Peut-être, Raphaël, tu avais une dernière remarque, puis ensuite on va enchaîner, je pense. Oui, déjà pour dire que merci pour la présentation. Comme Jérémy, moi je suis preneur pour avoir un entretien, enfin un échange plus détaillé sur le sujet, donc je vais vous contacter prochainement. Et peut-être que j'ai raté l'info, mais est-ce que la contrepartie financière allouée aux jeunes est valorisée TFPB? Alors, nous, on conventionne avec la ville, pour le coup. C'est une convention ville, du coup, une action avec qui on conventionne avec la ville. Et la somme dédiée, c'est la ville, après, qui pilote dans le cadre de ses actions politiques de la ville, qui construit le séjour avec les jeunes. Ok, merci. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a de l'intérêt sur ce sujet, il y a des prises de parole dans le chat sur volonté de visite sur site. Ça, c'est Laurent de Ah bah, Tourcoing, je avec te dis plaisir. ça. Avec Et plaisir. des bailleurs qui sont confrontés globalement tous, hein. On sait que le sujet des déchets, des encombrants, c'est le gros point noir d'attractivité, voilà, sur lequel on revient sans cesse. Et je crois qu'il n'y a pas une solution unique. Mais en tout cas, l'idée, c'est peut-être d'éclairer plusieurs solutions. Voilà, il y a Émilie qui a relevé la main, c'est ça? Ou c'est la main de tout à l'heure? Non, tu as relevé la main? Vas-y. Juste Puis une après, je chose, pense ouais. qu'on va enchaîner. J'entends, on conventionne avec la ville. Nous, on avait plutôt ciblé les CCAS. Donc, je me demande si dans le conventionnement, parce que par exemple, ces actions qui se valorisent dans la TFPB, et on se questionnait justement sur le bienfait de conventionner avec la ville ou de conventionner avec les CCAS, parce que les CCAS ont je dirais, des comptes séparés. En fait, voilà, des comptes bancaires séparés, donc des budgets séparés. Et je me demandais si, enfin, il n'y avait pas de litige à conventionner Ah, avec sur la la ville, justement. subvention affectée à un projet, Ouais, en fait. ouais, tout à fait. Les questions de limites juridiques, là, au fait de financer des collectivités sur l'abattement pour un bailleur, c'est la Ouais, question du projet qui est porté. Vous financez pas direct de l'ETP, en fait. Lui finance un projet, vous avez une convention avec un projet, avec un objectif, et le bailleur, il mhm. peut financer, enfin, tu vois, il finance pas un Ouais, bout d'ETP au sein c'est de le la projet, c'est collectivité. pas Ça, l'ETP. c'est interdit, D'accord, ouais. ok. Ça, c'est la limite de Non, quand on Ouais, voilà, interpelle, hein. donc c'est pour ça, Ouais. cette limite, justement, je me questionnais sur le sujet. Donc, on est Ouais. vraiment, si dès lors que le projet est bien cadré, il n'y a pas de souci au conventionnement ville, quoi. Ouais. Du coup, tu valorises sur l'abattement TFPB, c'est bien ça, D'accord. Sylvain? Oui, 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 Bah, oui, oui, ça oui. peut être Mais c'est fait vrai que en sur l'abattement, c'est valorisation, un ouais. sujet, hein, parce que c'est une réduction qu'on ne revoit pas. Enfin, vraiment, hein, et j'ai souvent le débat juridique, on m'interroge souvent sur ça. Vous ne pouvez pas financer directement une commune, hein, c'est interdit. Par contre, vous Mhm. pouvez financer un projet C'est ça. interacteur, voilà, Voilà, dans lequel ok. Donc c'est pour chacun ça que je me participe à questionnais. hauteur chacun va participer. La ville, elle y met quelque chose en termes d'animation, de TP qui anime. Enfin, tu vois, Exactement. Ouais, tout à voilà. fait. Ok, Et ok, bah, merci. alors tout ça monté, mais comme à chaque fois, hein, avec quand même notre délégué du préfet ou nos délégués du préfet, puisqu'on en a deux, nous, sur nos territoires, pour justement s'assurer aussi ces garde-fous, effectivement, hein. Il ne s'agit pas de... Donc, ils sont aussi, nous, en tout cas, pour le coup, très à l'écoute de tout ça et sont
facilitateur dans le sens qu'il y a une réactivité sur toutes ces questions, notamment juridiques, réglementaires, est-ce qu'on peut, ce qu'on peut pas, et c'est vrai que Je trouve que c'est là tout l'intérêt aussi. Enfin voilà, je me permets, mais c'est très intéressant votre présentation justement pour ça. En fait, c'est aussi ça ce qu'on voulait démontrer aujourd'hui sur la proximité, en rappelant que c'est l'affaire de tous. Voilà, l'idée c'est que chacun s'implique à sa hauteur et quand on peut passer par voilà les dispositifs comme l'abattement TFPB, c'est vraiment utile, c'est un soutien. Mais voilà, moi je trouvais ça intéressant aussi comme vous avez impliqué les principaux concernés, comme ça a fait changer le regard aussi sur les jeunes du quartier, comme ça a dû recréer aussi du lien voilà, avec les travailleurs sociaux, avec les jeunes. Enfin voilà, c'est tout un écosystème après qui s'active en fait. Dès qu'on active, dès qu'on entre, voilà, on fait une entrée avec la proximité, ensuite ça rayonne quoi et ça permet beaucoup plus de dialogue, d'interaction. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant cet exemple pour ça. Donc merci beaucoup. On va enchaîner. Voilà, moi j'avais été en contact avec une association qui s'appelle le Réseau Compost Citoyen, euh, une association qui a été créée donc en 2020 euh, et qui rassemble voilà son but c'est de rassembler, de fédérer les acteurs de la prévention, de la gestion de proximité des biodéchets donc à l'échelle des Hauts-de-France. Euh, et donc eux voilà ce qu'ils font c'est qu'ils viennent créer du réseau entre les acteurs, les collectivités, les associations, les entreprises, les bailleurs, les citoyens qui peuvent être intéressés pour voilà, mettre en place un système de compostage partagé. Et donc, ils vont voilà, faire des formations, partager des ressources. Et puis, voilà, leur idée, c'est de développer des synergies pour consolider tout ça. Et donc, en fait, ce qui était intéressant dans ce qu'ils montraient dans leur projet qui a été mené, c'est qu'en fait, ils ont pris cette idée de compost partagé comme un levier aussi pour enclencher la proximité. Enfin, c'est ce que disait voilà Émilie tout à l'heure. Bon, bah, des fois, on essaye d'entrer dedans, mais on ne sait pas comment le valoriser, par quoi entrer. Et donc là, c'est bah, voilà, de passer par une association qui finalement vient impulser ça. Et, euh, et donc voilà, ils ont fait plusieurs expérimentations donc de compostage partagé en quartier politique de la ville. Donc en s'appuyant voilà sur ils sont à l'échelle des Hauts-de-France, mais donc ils ont des appuis voilà départementaux, etc. Donc dans chaque département. Et donc voilà, donc leur idée c'était aussi de capitaliser des retours d'expérience. Donc le projet qu'ils ont mené en 2024-2025. Donc, c'est cinq rencontres départementales en quartier politique de la ville. Ils ont réalisé donc 5 webinaires thématiques qui sont consultables voilà, donc sur les questions de mobilisation citoyenne, de réglementation, de la formation voilà, générale sur les biodéchets. Ils ont aussi réalisé un recueil régional qui relate voilà, des retours d'expérience de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est assez intéressant à aller voir. Et donc voilà, en fait, le résultat, c'est d'avoir pu engager, enfin voilà, permettre une coopération vraiment engagée entre habitants, bailleurs, collectivités et associations. Donc ils ont réussi à travers ces implémentations de compost partagé de créer vraiment des, des lieux de rencontre de proximité, parfois intergénérationnels aussi entre habitants, mais aussi voilà, qui a permis de renforcer le dialogue habitants, bailleurs, collectivités. Euh, et aussi de valoriser en fait les habitants qui étaient engagés, un peu comme les jeunes de tout à l'heure. Bah là, voilà des personnes qui venaient plutôt de la campagne de base, qui avaient l'habitude déjà de recycler les biodéchets, d'en faire quelque chose. Bah là, ils pouvaient aussi bah, partager leur expertise, montrer comment faire. Donc voilà, puis ça permet aussi d'embellir les espaces, de faire émerger des projets connexes aussi. Voilà, c'est un levier. Et ensuite, bon, bah, ça permet de favoriser le dialogue et donc ensuite de penser voilà, des projets de jardin, d'animation. Voilà, donc c'est un projet qui reconduise pour 2026-2028.
Et ce qu'il voulait montrer, c'est que voilà, c'est inspirant pour la politique de la ville parce que voilà, c'est un point d'entrée simple, qui est concret, qui est reproductible, qui permet de créer du lien social. Et aussi voilà, dans une logique de créer des dynamiques éco-responsables, citoyennes durables, voilà, un petit peu pareil que voilà, entrer par les jeunes, les sensibiliser. Là, voilà, c'est un peu par quelque chose de concret en proximité finalement. Donc voilà, donc j'espère avoir restitué à peu près correctement leurs travaux. Donc ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui pour ce webinaire, mais je vous invite vraiment à aller consulter ce qu'ils ont fait. Donc ils ont leur site internet et puis voilà, ils ont fait donc sur demande, c'est possible de consulter donc le recueil d'expériences dans lesquelles ils présentent 21 interviews donc d'élus, d'habitants, de bénévoles, de professionnels qui ont participé. C'est très inspirant, c'est très, très intéressant. Et puis voilà, ils ont le replay des webinaires. Donc voilà, voilà. Donc c'était intéressant de passer, enfin voilà, de penser aussi l'exemple d'une association. Ça peut aussi être voilà, mobiliser la proximité en mobilisant le droit commun. Voilà, il y a plein de moyens, plein de leviers d'entrée. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous partager cette expérience. Je vous envoie dans le chat hop, voilà, le site internet et puis leur contact. Comme il nous reste 5 minutes et qu'on a bien discuté, je pense qu'on va enchaîner. Simplement pour conclure, rappeler donc les prochaines rencontres du réseau des référents ATFPB qui sont en préparation. Donc pour l'année 2026, on vous renverra un calendrier plus précis avec Pamela dans les prochaines semaines. Mais voilà, on a prévu donc des rencontres voilà, trimestrielles en distanciel et en présentiel. Sur les sujets qui continuent à nous préoccuper, comme la gestion des déchets. On aimerait bien aussi travailler en profondeur la question de la mobilisation des habitants, qu'on avait initié en octobre, un petit document de synthèse est à venir, donc voilà. Aussi repenser donc les modalités de suivi, d'évaluation qu'on avait initié donc avec ce cadre de préconisation co-construit qu'on avait réalisé en juillet 2025, dont parlait aussi Raphaël tout à l'heure. Donc, voilà, l'idée d'approfondir un petit peu ces questions et puis après les questions peut-être de déployer les modalités de gestion transitoire dans les quartiers qui font l'objet d'une transformation urbaine, par exemple. C'est des sujets qui peuvent être intéressants. Et l'articulation des programmations aussi à TFPB Contrat de ville. Voilà, les sujets un peu de toujours. N'hésitez pas évidemment à nous faire part de vos besoins, de vos attentes pour ce réseau 2026. Je ne sais pas si Pamela, tu voulais ajouter quelque chose. Non, merci Lisa. On construit aussi, on a des thématiques en tête sur une année, mais vous savez qu'on réagit aussi à l'actualité. Donc parfois on ajuste un peu ce qu'on avait en tête en fonction de ce qu'on ressent, de vos attentes et de vos besoins. C'est pour ça qu'il faut vraiment on est souvent assez connectés les uns avec les autres. Moi-même, j'anime des vidéos mensuelles avec les bailleurs sur ces sujets-là pour nous ajuster. Donc n'hésitez pas. On voulait remercier les intervenants parce que c'était pas un sujet facile. On a réfléchi beaucoup à la manière dont on devait l'aborder, donc Christophe, Sylvain et tous ceux qui sont intervenus, même pour prendre la parole sur leur expérience locale, merci, parce que c'est hyper important. Il va falloir qu'on réfléchisse à comment diffuser un peu ça un peu plus largement, parce qu'on voit qu'on avait une 50aine d'inscrits, mais finalement, il y avait des gens qui ne sont pas venus. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être, mais finalement, les agendas, des fois, changent un peu à la dernière minute. Donc, il va falloir en reparler de ce sujet, parce que je pense qu'on ne l'a pas clos juste à l'aborder. Donc, on reviendra vers vous sur un autre temps dédié sur la vision de la proximité du point de vue des partenaires, parce que je pense qu'il faut qu'on traite aussi l'autre volet de la proximité, c'est celui de comment est pensée la proximité dans une commune ou dans un EPCI, qui est aussi un peu plus loin qu'à l'échelle du QPV. Voilà. Ça sera important pour être complémentaire à ce qu'on a dit aujourd'hui.
Et puis voilà, je crois qu'on a conclu et on vous souhaite, il est 58, donc on est très bien là dans le timing. On vous souhaite une bonne fin de semaine et on vous dit à très bientôt. Et les supports, c'est comme d'habitude, seront envoyés et le lien vers les pages YouTube pour ceux qui n'ont pas pu visionner, si vous voulez diffuser à des collègues dans les EPCI, notamment aux communes. Je regarde les collaborateurs de PCI, là, vous n'hésitez pas à diffuser. L'idée, c'est vraiment de collectivement pouvoir échanger sur cette thématique. Merci à tous.